Afin de respecter le timing, on va laisser les questions à la fin. Là, on va passer avec une présentation sur les risques retrait et gonflement d'argile avec Monsieur Béchat et Léa Torel. Donc, je vous laisse vous présenter et commencer la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On reprendra les questions à la fin. Merci. Merci Yacine. Est-ce que vous Le- avez bien la présentation à Oui, l'écran? Ah, c'est une bonne nouvelle. Je vais juste faire une courte introduction avant de laisser effectivement la parole à ces deux éminents spécialistes que sont Léa et Franck. Mais je voulais juste faire cette intervention parce que on parle énormément de retrait-gonflement des argiles depuis quelques mois, voire quelques années. Mais il faut savoir que c'était un sujet qui préoccupait les professionnels depuis un moment maintenant. Alors j'ai un retour terrible dû à je ne sais pas quoi. Ouais, ça semble mieux. C'est un sujet qui préoccupait beaucoup les professionnels de la construction depuis un moment maintenant, tout simplement parce que l'observatoire SICODES, dont je vous le parlais tout à l'heure, hein, l'observatoire de la sinistralité de l'AQC, faisait apparaître qu'entre 1995 et 2014, les désordres liés aux fondations superficielles représentaient 10% de l'effectif, ce qui était déjà très important, mais surtout 35% du coût global de réparation. Et encore, on aurait pu ajouter à ces chiffres, on aurait pu encore ajouter les chiffres liés à la sinistralité du dallage dans certains cas. Alors, le problème qui est identifié, là encore une fois, par les organisations professionnelles en constatant ces chiffres, c'est qu'il existe une adaptation des structures des bâtiments aux caractéristiques des sols. On verra que l'analyse, l'interprétation de cette cause a un petit peu évolué, mais en tout cas, c'était la cause principale qui est évoquée à ce moment-là. Et puis on est dans un cadre à la fois assurantiel, puis un cadre de responsabilité professionnelle assez particulier, puisque les constructeurs, au titre de l'article 1792 du Code civil, sont bien responsables de la sinistralité naissante du bâtiment, y compris lorsque cette sinistralité est liée à un vice du sol, tandis que parallèlement, les maîtres d'ouvrage, eux, sont relativement peu concernés, puisqu'ils ne leur est pas fait d'obligation de caractérisation, d'aucune manière que ce soit, de la qualité du sol sur lequel ils peuvent être amenés à faire construire. Alors, quand on regarde cette évolution du retrait, enfin du risque retrait dégonflement des argiles, l'évolution est particulièrement frappante quand on compare les cartographies de 2010 et de 2020. En 2010, on parlait alors de susceptibilité du phénomène de retrait-gonflement des argiles. On estimait que 24% du territoire était situé en zone de susceptibilité moyenne ou forte. 10 ans plus tard, en 2020, lorsqu'on a voulu actualiser cette carte pour tenter de tenir compte de la sinistralité que je pouvais décrire un peu plus haut, carte qui parlait alors non plus de susceptibilité, mais d'exposition. Pourquoi exposition? Tout simplement parce que cette carte intégrait aussi des éléments de sinistralité constatés. Quand on regarde la carte de 2020, on s'aperçoit que c'est 48% du territoire français qui est désormais situé en zone d'exposition moyenne ou forte. J'en profite pour préciser que le Grand Est a une position un petit peu atypique face à cette susceptibilité puis exposition, puisque longtemps, le Grand Est semblait relativement épargné par le phénomène. Et puis, on a eu un rattrapage qui peut être constaté sur la carte de 2020. Et a priori, ce rattrapage risque malheureusement de se poursuivre, puisque l'actualisation de la carte actuellement en cours par la MRN et puis le BHGM risque probablement de montrer que l'exposition sera encore plus importante dans le Grand Est. Alors, quelle a été la réaction, encore une fois, des organisations professionnelles et puis, in fine, de l'État à cette problématique de sinistralité? La réaction, ça a été une loi, ou en tout cas, ça a été des éléments d'une loi, la loi Elan du 23 novembre 2018, qui imposait un certain nombre de dispositions. La première, c'est que la loi Elan rendait obligatoire, ou plutôt rend obligatoire, une étude géotechnique de type G1 pour les vendeurs du terrain, à charge ensuite pour les vendeurs du terrain de les transmettre au maître d'ouvrage. La loi Elan rend également obligatoire le suivi pour les constructeurs, le suivi de l'étude de conception de type G2 qui est fournie par le maître d'ouvrage. Et s'il ne suit pas les recommandations de cette étude de conception, le constructeur est
obligés de respecter des techniques particulières, qui sont des techniques, on va dire, forfaitaires, des techniques particulières de construction qui sont inscrites dans le Code de la construction et de l'habitat à l'article L132-7. Et puis enfin, parallèlement à ces mesures réglementaires, on se souvient de la différence entre mesures réglementaires et mesures contractuelles, j'en ai parlé un peu plus haut, le DTU relatif aux fondations superficielles a été modifié, c'est désormais le DTU 13.1, et ce DTU prévoit une étude géotechnique de type G2 Pro, et ce, quelle que soit la nature du terrain. Tous ces éléments sont repris dans la plaquette que je vous projette, la plaquette de l'AQC, donc vous pourrez les reprendre en réalisant cette plaquette. Voilà, je laisse maintenant la parole à Franck Béchat, qui est un des très bons spécialistes du sujet, et puis à Léa Tourelle de la mission Risque Naturel. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on t'entend. Ça marche. Alors, est-ce que vous voyez mon écran déjà? Partager tout l'écran. Ouais. Et on voit ta présentation. Très bien. C'est parfait. Écoutez, nickel. Je branche le chronomètre parce qu'autrement, comme je suis bavard, il va falloir que j'aille vite. Donc, qui suis-je? Donc, je suis un ingénieur, je suis un expert qui intervient à plusieurs niveaux au niveau de l'expertise, en remédiation après sinistre. Alors, d'abord en construction pour des maisons de moins de 10 ans, pour compte commun des assureurs, avec une spécialité géotechnique, et puis aussi en sécheresse pour les dommages aux biens pour les maisons qui ont de plus de 10 ans. On verra que ce phénomène-là ne touche pas que les maisons individuelles, ça touche aussi les collectifs. Et ça, on n'a pas trop d'infos là-dessus, mais c'est la tendance. Et où je suis, donc je suis basé sur Bordeaux, mais je rayonne France entière. Et on va dire que par rapport à la carte que vous avez vue, très rouge entre Bordeaux, Toulouse et Auch, je suis un peu dans le triangle des Bermudes, très proche de l'épicentre de tous les sinistres, enfin ceux qui bougent le plus. Mais pour revenir à ce que dit Bertrand, c'est vrai que les derniers chiffres de 2022 montrent que la carte risque rougir, on va dire, du point de vue du risque RGA du côté de l'Est, parce qu'on a eu beaucoup de déclarations de sinistres dans le Grand Est. Alors depuis peu, donc ça c'est pour la partie remédiation après sinistre, et depuis peu, et puis vous verrez depuis beaucoup plus longtemps, j'essaye de faire de la prévention, j'essaye de faire passer le message prévention, et depuis peu, donc via l'ADEME et l'appel à projet et l'initiative sécheresse dont nous parlera tout à l'heure Léa, et aussi via Massif Résilience, parce qu'il y a un certain nombre d'assureurs que sont Massif et Alliance se sont lancés à corps perdu dans cette bataille de la prévention. Je bosse aussi avec une start-up qui étudie la double protection inondation RGA, parce que pour votre information, il y a 3,3 millions de maisons en France qui ont la double peine, inondation, alors soit par ruissellement, soit par surverse, et RGA. Et vous verrez que les deux phénomènes sont souvent liés, et vous verrez un petit film pour vous présenter tout ça. Alors comme je dis, ce risque sécheresse, c'est un risque tortue, parce que bon, c'est sûr que ça fait moins souvent les gros titres que Vaison-la-Romaine ou Valence plus dernièrement, mais c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, le risque, c'est le triplement des dépenses en sinistre, puisqu'on a 13 milliards d'euros de 89 à 2019, et on a peur de prendre près de 43 milliards entre 2019 et 2050. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de faire changer les choses. Et en un quart d'heure, je vais essayer de vous faire poser les questions. C'est pour ça que je commence par cette diapo. Et pour comprendre mon propos et ma façon de voir, il va falloir désapprendre un certain nombre de choses et un certain nombre de préjugés que vous pouvez avoir sur l'inondation comme sur la sécheresse. Et pour bien commencer, il vaut mieux se poser les bonnes questions que vous voyez sur cette slide. L'idée simple, c'est quand même d'avoir une perspective positive en se disant qu'il y a bien un vaccin contre le RGA qui existe, et à quel prix. On va voir que ce n'est pas un prix qui coûte très cher, et c'est surtout très efficace parce que ça répond à toutes les problématiques.
Alors, la sécheresse est-elle une fatalité sinistrante? On entend souvent des experts qui disent bah, c'est votre maison qui est mal construite, qui a pas de bonne fondation ou qui n'a pas de bon chaînage. C'est, comme j'appelle, c'est une maison chamallow. Forcément que quand elle est soumise au retrait-gonflement, ben, forcément, il se passe quelque chose. Donc ça commence en général le cas classique, hein, c'est quand vous avez une déclaration de sinistre et que vous avez ce que j'appelle des sinistres de première génération, c'est-à-dire que la maison casse pour la première fois. Là, c'est une maison du côté de Limoges avec des fissures plutôt très marquées, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et vous avez des répliques à l'intérieur sur les cloisons, les doublages, les plafonds et parfois sur les dallages qui descendent. Alors ça, c'est pour éviter ça. L'idée, c'est de faire un peu de prévention un jour, qu'on commence un jour, et d'éviter ces sinistres de première génération. On verra que la loi Elan y répond partiellement. Mais c'est surtout pour éviter les sinistres de deuxième génération. C'est deuxième, troisième, Excusez-moi, quatrième Monsieur génération. Béchade. Oui. La présentation est un peu floue. Je ne sais pas si on peut faire autrement. Soit Léa peut-être peut partager ou vous pouvez. Je pense que c'est à cause de la connexion. C'est la connexion qui n'est pas bonne? Ouais, ou peut-être, Franck, tu peux peut-être déjà couper ta caméra, ce qui libérera un petit peu de bande passante. Première attends. solution, parce que sinon le film tout à l'heure, il va jamais passer, ça va être compliqué. Ouais, d'accord. C'est bon, vous avez toujours mon écran? Pas en plein écran. Voilà, plein écran. Vous voyez mieux là? Oui, c'est mieux. Ouais, nickel. Bon, Merci. désolé. Et donc ça, c'est les sinistres de deuxième génération, ou troisième ou quatrième génération, parce qu'il y a un certain nombre de maisons qui ont été reprises dans les 30 dernières années, et qui, les stats le montrent, hein, avec les stats de 2022, qui recassent au bout de 10, 15, 20 ans. Et là, sur les photos que vous voyez, donc, vous avez une reprise en sous-œuvre qui a été faite totalement sur une maison dans le Pays Basque, et dans l'année qui a suivi, la maison a basculé malgré la reprise en sous-œuvre. Là, sur la photo du milieu, vous passez la main sous les cloisons. Sur la photo d'en dessous, vous voyez l'empreinte de la tête du micropieux qui poinçonne le dallage. Donc, malgré ces reprises par micropieux, la maison continue à bouger. Sachant que l'objectif de cette reprise en sous-œuvre, c'est bien de rigidifier l'adaptation au sol. Et la photo que vous avez sur la droite, là, c'est une photo pour illustrer quelque chose que l'on commence à voir venir aussi, c'est-à-dire que la solution alternative des injections de résine fonctionne, mais si on ne se pose pas les bonnes questions qu'on s'est posées lors de la première slide, on ne traite pas la cause du retrait-gonflement des argiles. Et là, c'est ce que j'ai appelé un dallage qui respire, c'est-à-dire un dallage qui bouge entre l'été et l'hiver. Le triptyque classique qu'on a appris à l'école ou ailleurs, c'est qu'à partir du moment où vous avez des fissures sur une construction, ça vient du retrait-gonflement. L'expert vous explique que ça vient de l'inadaptation des fondations au sol d'assises, et donc on va mettre en place une forêt de micropieux. Et que ce soit en remédiation pré-sinistre, on parle de rigidification de fondation, ou on parle en préventif dans la loi Elan. C'est le premier poste, c'est la première mention, c'est la première préconisation des techniques particulières de la loi Elan, et on va voir que c'est pas ce qu'on devrait faire. Ça, je voulais faire juste 2 slides sur les injonctions contradictoires, tout simplement parce que dans les PLU, on nous dit de faire un certain nombre de choses qui sont contraires à la pérennité de nos constructions en terrain argileux. Et là, en l'occurrence, la première, c'est de conserver les eaux, à la parcelle, alors qu'on sait très bien qu'un terrain argileux est pseudo-imperméable. Là, c'est en cours de chantier. Il y a 2 bâtiments qu'on ne peut pas réceptionner, tout simplement parce qu'on a des fissures qui sont apparues avant la réception. Une autre injonction contradictoire, alors c'est vrai que j'ai entendu tout à l'heure l'arbre dans la ville, c'est super, c'est bien, ça permet d'éviter les îlots de chaleur. Oui, mais attention dans les argiles. Là, c'est un bailleur social dans le Pays Basque encore, où on a eu des plantations qui ont été faites, comme vous voyez sur la gauche, là, il y a 25 ans. Et en fait, avec la sécheresse 2022, ça a fait casser une partie de la résidence. Et d'ailleurs, quand on a fait le tour de la résidence, il y a une partie qui avait été rénovée, on a constaté qu'il y avait de nouvelles fissures qui apparaissaient sur les parties qui étaient rénovées à cause de cette végétation qui avait été plantée en même temps que à la réception. Alors, un petit film rapide pour vous montrer
la double peine, puisqu'on parle beaucoup de sécheresse, mais pour être bien clair, hein, c'est sécheresse et réhydratation, et j'aurais tendance à mettre les choses dans l'ordre, c'est inondation puis sécheresse. Donc ce petit film pour vous montrer ce qui se passe autour d'une construction quand on rigidifie, qu'on encastre, mais qu'on n'adapte pas sa construction à son environnement. Là, il n'y a aucune méthode, aucun ouvrage, on est sur un terrain en pente, et on n'a aucun ouvrage qui nous protège la construction de l'effet barrage aux circulations de ruissellement. Alors les eaux se stockent d'abord en périmétrie de la construction, le long des murs de soubassement, et vous allez voir ce qui se passe après, quand on vérifie ce qui se passe et comment les eaux peuvent se stocker sous une construction. Alors ça, c'est un medley de plusieurs expertises sinistres, il n'y a pas qu'une seule maison. On n'a pas attrapé d'adduction d'eau potable, hein. C'est l'eau qui se stocke sous la construction. Alors c'est sûr que quand on a des stockages d'eau comme ça en périmétrie ou sous la construction, chaque fois qu'on se prend une grosse sécheresse, que la maison ait moins de 10 ans ou plus de 10 ans, c'est clair que ça dure pas très longtemps, et on a souvent des fissures assez significatives en lien avec ces arrivées d'eau accidentelles. Et donc pour moi, un bon expert, c'est quelqu'un qui va d'abord chercher et comprendre quelles sont les circulations d'eau que l'on peut avoir autour d'une construction. Alors bien sûr, on ne fait pas les percements à n'importe quel endroit. Il y a des endroits autour du mur de refend où on fait les sondages. Et puis, donc ça, c'est des photos c'est un film qui a été pris en 2016, hein, en plein été. Et comme vous pouvez le voir, il y a de l'eau partout, et notamment de l'eau qui arrive par le TPC, c'est-à-dire le raccordement électrique. Et quand on a de l'eau sous une construction au voisinage de la construction, ben en général, on attire très rapidement les radicelles de la végétation, c'est ce qu'on appelle l'hydrotropisme, vers la succion de la végétation qui est attirée par l'eau qui est en présence constante sous les constructions. Bon, vous allez voir qu'il y a quand même des espoirs. Il y a bien un espoir, c'est qu'il y a des solutions pour remédier à ça. Alors, la première chose, que ce soit en reprise de sinistre, en autodiagnostic, en prévention, il faut savoir de quoi on parle. Ce que l'on cherche, c'est à savoir pourquoi on a ces mouvements de sol. Et si on cherche à savoir pourquoi on a ces mouvements de sol, l'idée simple, c'est de rechercher les causes. Et les causes, ce sont toutes les variations de teneur en eau que l'on peut avoir, qui sont liées, certes, à la dérive climatique, mais aussi aux arrivées d'eau accidentelles et à la végétation. Cette variation de teneur en eau crée le mouvement de sol et ensuite des dommages à la maison. Si on essaye de présenter ça de manière synthétique, c'est bien l'environnement de la construction, avec les actions et les sollicitations de l'environnement de la construction, qui crée le mouvement de sol, et ce mouvement de sol qui crée les fissurations sur les structures. Alors la loi Elan, on met au devant de la scène la rigidification des structures, ça plaira aux responsables de bureaux d'études structures, ça plaira aussi aux géotechniciens qui, la tendance forte, c'est l'encastrement, c'est-à-dire que plus ça va, plus on avance avec la loi Elan, plus les géotechniciens ont tendance à préconiser des encastrements. Or, on a vu avec le film juste avant, plus on encastre, plus on crée un piège à eau. Et le parent pauvre de la loi Elan, ce sont toutes les préconisations qui sont à la fin des techniques particulières. Donc, comme c'est en B et C, on se dit c'est tout à fait accessoire, et on verra que ce n'est pas accessoire, mais bien essentiel. Pour synthétiser les 5 pathologies de ces arrivées d'eau accidentelles et de ces variations de teneur en eau, il faut qu'on reparle tous la même langue. Là, en l'occurrence, on va parler de facteurs de prédisposition et de facteurs sinistrants. Les facteurs de prédisposition, c'est l'argilosité du sol, ça va être la pente, comme vous le voyez. Dès que vous avez un terrain en pente, vous avez du ruissellement, et si on ne fait rien, la construction fera barrage en circulation d'eau. C'est la végétation que l'on plante ou que l'on garde volontairement parce qu'on ne va pas commencer à bétonner toute la périmétrie des constructions. Mais il faut bien mettre les choses en perspective. On parle bien de facteurs de prédisposition et de facteurs sinistrants. Les facteurs aggravants, c'est quand vous avez des constructions qui sont très souples, qui n'ont pas de chaînage, et au lieu d'avoir une fissure d'1 mm, vous allez avoir des fissures de 5 mm. Voilà, pour faire simple. À ces 5 pathologies,
faut imaginer 5 mesures horizontales de confinement des argiles dans l'ordre mais statistique. C'est des réseaux parfaitement étanches, éloignés des fondations, un oubli de la loi Elan. La loi Elan, dans les techniques particulières, ne parle pas du premier facteur de création de sinistre que j'ai dans mes stats. Un drain déporté en amont de la construction séparative des eaux pluviales. Il y aurait des choses à dire sur le DTU drainage. Il est à parfaire parce que si on suit exactement le DTU, ben, on a un sinistre, surtout dans les argiles. La protection, le 3, c'est la protection contre la succion de la végétation. Soit on coupe la végétation parce que la végétation est trop proche de la construction, si la distance entre l'arbre est inférieure à la hauteur adulte divisée par 2. Et sinon, on met en place des écrans anti-racines. Je vais vous montrer comment. Le quatrième ingrédient à ce vaccin contre le RGA, c'est l'imperméabilisation périmétrique. Je vous montrerai comment. Et ensuite, le 5, c'est la suppression des pièges à eau qui sont liés aux mauvaises habitudes des entreprises on va dire des mauvaises habitudes des entreprises, des choses qu'ils font de manière indifférenciée quand ils sont dans l'argile ou dans les terrains graveleux. Schématiser sur une image, c'est quand même plus simple. L'idée de ce confinement des argiles, c'est bien dans la zone verte que vous voyez sous la construction. Dans cette zone verte, on va faire en sorte que le delta W, c'est pas de variation de teneur en eau dans cette frange, dans cette épaisseur de couche d'argile. Et vous vous rappelez les petits patatoïdes de tout à l'heure, si j'arrive à gérer mon environnement pour ne pas avoir de variation de teneur en eau sur cette épaisseur, c'est pas très compliqué, on arrivera à stabiliser le sol et donc, après sinistre, à ne plus avoir de mouvement de sol. Donc, vous avez stigmatisé ici donc, les réseaux, ici le drainage, les écrans anti-racines, la membrane périmétrique et les différents pièges à eau que vous pouvez avoir autour d'une construction. Alors, la question, c'est de savoir par quel bout on prend. Eh bien, avant de regarder ce qu'on a appris à l'école, c'est ce que j'ai fait, moi, hein, j'ai regardé comment faisaient nos anciens, et nos anciens avaient la science infuse. À l'époque où il n'y avait pas de gouttière et pas de descente d'eau pluviale, ils géraient les eaux, et comme par hasard, avec des imperméabilisations périmétriques de 1,50 m qui permettent de protéger la sécheresse, mais aussi la réhydratation. Alors, aujourd'hui, avec quelques images, comment on gère toutes ces problématiques? Vous êtes sur un terrain en pente, ben vous allez mettre en place une tranchée drainante déportée qui va recueillir les eaux pluviales et les eaux de drainage dans deux réseaux séparatifs, avec des organes de visite et une membrane d'imperméabilisation pour protéger, pour être sûr qu'il y a 100% de l'eau qui est bien écartée du pied des fondations pour ne pas du tout avoir de mouvement. Alors avec un petit schéma, c'est mieux qu'un long discours. Pour la gestion des eaux de toiture qui sont en bleu et les eaux de drainage déportées soit en bout de membrane, soit en bout de trottoir. Alors les écrans anti-racines, on a différentes manières de réaliser cet écran anti-racines. Alors quand la végétation est trop proche, ben, on coupe la végétation. Vous voyez ici le tas de bois, on a coupé 11 chênes qui étaient vraiment très proches de la construction. La maison était dans une forêt de chênes. Il ne faut pas oublier que nos anciens, hein, quand ils construisaient, ils faisaient ce qu'on appelait des aériales. Les aériales, c'était d'abord pour ne pas prendre les arbres sur la toiture, mais c'était aussi pour protéger de la succion de la végétation. Et il faut revenir à des choses basiques de ce style. Donc, les trois sortes d'écrans anti-racines, quand vous avez la place, vous mettez en place une membrane spécifique, étanche. Le moyen le plus classique, quand on doit aller vite, parce que là, on a un talus, on est proche de la construction, donc c'est un écran en béton. On peut descendre jusqu'à 2 mètres, 2,50 m de profondeur sans problème, avec le petit schéma du bouquin qui permet d'expliquer comment on fait un écran anti-racines. Et puis, le moyen le plus lourd, c'est avec le système de pale-planche battue, quand on a la forêt du voisin, adulte, qui vient se servir de l'eau chez vous. Le quatrième ingrédient à ce vaccin, c'est l'imperméabilisation périmétrique, toujours 1 mètre, 1,50 m, soit par un trottoir béton, comme vous le voyez sur la photo, soit par une membrane qui est spécifique au retrait-gonflement des argiles. Et en bout de cette membrane, vous mettez en place une tranchée drainante pour recueillir les eaux qui arrivent du bassin versant. À cette longère, on a ajouté un écran anti-racines pour éviter que les arbres viennent se servir de l'eau sous la construction. Et un petit film pour vous montrer
En fait, c'est une modélisation numérique d'un sinistre de seconde génération sur une maison qui est très récente. Hein. C'est une maison qui a cassé la première fois au bout de 3 ans, puis l'été d'après a cassé en 4e année. Pourtant, elle avait de bons gènes hein, au niveau de la loi Elan, hein, avec un encastrement comme il fallait, suffisamment de rigidité, mais elle était complètement inadaptée à son environnement. Et pour vous montrer à quoi ça ressemble, ces solutions horizontales, je vous montre un petit film pour vous présenter tout ça. Alors, c'est un modèle numérique, hein, donc on fait passer un drone avec un système de lidar pour modéliser tout l'environnement de la construction. Et après, vous allez voir une modélisation numérique comme une maquette BIM où on représente tout ce qu'on ne voit pas avec le drone et tous les éléments qui sont sous terre. Donc, ce que vous voyez là, c'est les fissures en rouge, c'est les fissures de 2e génération, du second mouvement. On a complètement refait tout le réseau d'eau pluviale autour de la construction. C'est le réseau que vous voyez avec les flèches bleues cyan. Parce que le premier expert avait juste fait passer une caméra, mais il n'avait pas vérifié l'étanchéité des réseaux. Les réseaux n'étaient pas collés et diffusaient de l'eau totalement autour de la construction. Le deuxième ingrédient, c'est la tranchée drainante déportée que vous voyez en bleu foncé, avec la petite flèche bleue là, pour capter les eaux qui arrivent des compteurs et des réseaux des concessionnaires. On peut avoir, et puis on récupère aussi les eaux du bassin versant. Et ça permet de faire vraiment un barrage à ces circulations d'eau avant qu'elles n'atteignent les fondations. Le dernier ingrédient, c'est l'écran anti-racine qui est spécifié, là, qui est modélisé comme ça, parce que c'était un arbre de la mairie et que, vu la place que l'on avait, on pouvait tout à fait faire un écran et on n'était pas obligé de le couper. Alors ça coûte un peu plus cher, mais c'est pas grave. C'est l'assurance dommage-ouvrage qui a payé. Et le dernier élément, c'est les casiers, c'est-à-dire qu'on a refait complètement le système de stockage des eaux pluviales en aval de la construction pour diffuser cette eau de manière diffuse dans le terrain en place. Voilà. Voilà la fin de la petite maquette que je voulais vous montrer. Et pour répondre rapidement, on va dire, aux questions qu'on s'est posées. Alors, l'avantage de ces mesures horizontales de suppression du retrait-gonflement, c'est vraiment basique. Hein, c'est des techniques de VRD, de terrassier. Et ça répond, j'entendais tout à l'heure le triple défi. On a 3 défis avec le retrait-gonflement. Il y a la reprise de sinistre en remédiation. Ça coûte beaucoup moins cher que de rigidifier les fondations. En neuf, ça permet aussi de compléter, on va dire le volet, ça permettrait de compléter le volet environnement qui est un peu le parent pauvre de la loi Elan. Et puis, ça permettrait aussi de protéger les 10 millions de maisons qui sont en zone argile et pour lesquelles on va commencer à réfléchir au diagnostic et à l'autodiagnostic. Mais pour réussir à se poser les bonnes questions et trouver les bonnes réponses, on est obligé de passer par un bon diagnostic et à changer les mentalités vis-à-vis de ces diagnostics. Alors, pour en savoir un peu plus, j'ai écrit un bouquin sur le sujet. C'est un pavé qui fait 500 pages, qui parle de toutes les pathologies des fondations superficielles. C'est à peu près 80%, on va dire, ce guide parle à peu près de 80% des risques du retrait-gonflement des argiles. Avec les arrivées d'eau accidentelle, il y a d'autres phénomènes qui sont souvent mélangés, enfin on se mélange les pinceaux et puis c'est pas connu des experts avec le tassement hydromécanique et dans ce guide-là, vous avez 95% de ce qui est écrit qui est tout à fait compréhensible par un profane. C'est pas pour les ingénieurs ou pour les géotechniciens. C'est vraiment pour les gens, on va dire, pour les gens sans connaissance spécifique sur le domaine. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop... Si, j'ai mangé 5 minutes. Je suis désolé. Voilà pour la fin de ma présentation. Je laisse la place à Léa. Merci beaucoup, Franck. Du coup, je vais essayer de rattraper un petit peu le léger retard. Du coup, effectivement, est-ce que vous voyez déjà mon écran? Je pense que c'est bon. Oui, très bien. Super, merci. Donc déjà pour me présenter, donc je suis Léa Torel, je travaille à la mission risque naturel que Erwan Bidan a présenté tout à l'heure. Et je suis doctorante, donc je fais une thèse CIFRE, donc côté entreprise, comme je vous disais, je suis à la MEREM. Et côté laboratoire, je suis au LAGAM, qui est le laboratoire de géographie et d'aménagement de Montpellier. Et donc le sujet de mes recherches, c'est de comment est-ce qu'on peut faire de la prévention sur des maisons existantes exposées au retrait-gonflement des argiles.
Et donc, déjà, dans un premier temps, je voulais euh, mettre en avant en fait des chiffres clés pour montrer à quel point on a beaucoup de maisons existantes qui sont exposées en France et à quel point une démarche de prévention est nécessaire. Voilà, donc pour les chiffres clés, on a un peu plus de 10 millions de maisons individuelles qui sont sur des sols argileux, donc ce qui représente à peu près la moitié des maisons individuelles en France métropolitaine. Et ça revient à 84% des communes qui ont plus de la moitié de leurs maisons qui sont exposées. Donc voilà, donc le sujet est fort et la démarche de prévention est plus que nécessaire, d'autant plus qu'actuellement, on a quand même peu d'outils. Donc on a quand même la cartographie d'exposition dont a parlé Bertrand tout à l'heure, la loi Elan également qui est imparfaite, qui a des défauts qui devraient être complétés, comme disait Franck également. Et on a des PPR. Toutefois, les PPR ont été très peu mis en place par les communes. Donc actuellement, on n'a pas vraiment de vraies démarches de prévention à l'échelle nationale pour les maisons qui sont pardon, exposées au retrait-gonflement des argiles. Et donc voilà, j'ai fait un petit peu le parallèle avec l'inondation dont on a parlé aussi tout à l'heure, où là vraiment depuis 2014, il y a une véritable stratégie nationale de la gestion des risques inondations qui est passée par une directive européenne et voilà, ça passe par la connaissance du risque, la prévention, la gestion de crise, choses qu'on n'a pas du tout en retrait-gonflement des argiles. Donc, pourtant, c'est un phénomène qui est connu depuis des dizaines d'années, mais c'est vrai qu'il est quand même moins spectaculaire, bien que très sinistrant. Donc, pour vous présenter un petit peu mes travaux, quand on parle de prévention retrait-gonflement des argiles, il existe plusieurs outils, dont les outils de diagnostic donc, que vous connaissez pour l'inondation. Donc, on essaye de transposer un petit peu ce principe-là pour le retrait-gonflement des argiles, notamment parce que le grand public n'a pas forcément connaissance et une bonne compréhension du phénomène et qu'est-ce qui va venir causer ces mouvements-là chez eux. Et l'outil de diagnostic permet en fait voilà, de faire un état des lieux de la vulnérabilité du bien, de préconiser des mesures d'adaptation qui vont être pertinentes au regard de l'état des lieux qui a été réalisé. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'outil de diagnostic va venir faire vraiment une prévention qui va être personnalisée aux propriétaires. Et le diagnostiqueur va vraiment venir le sensibiliser, lui expliquer le phénomène et comment est-ce qu'il agit sur la maison et donc faire un peu redescendre toutes les informations qui existent par de nombreuses plaquettes qui peuvent être faites par différents acteurs. Mais voilà, le diagnostic, ça permet d'échanger directement avec le propriétaire et de permettre un peu plus de vulgarisation. Donc là, voilà, je vous ai mis les trois étapes un peu classiques d'un diagnostic avec voilà, l'analyse de l'exposition, l'analyse de la vulnérabilité et de l'adaptation du bâti, et ensuite une synthèse qualitative qui va être envoyée au propriétaire. Donc si jamais le sujet vous intéresse de la méthode de diagnostic, ce qu'on a essayé de faire à la MRN avec les experts, la CCR et France Assureur, c'était voilà, d'essayer de développer une méthodologie et en fait de proposer une première grille qui va venir voilà, rendre compte un peu de tous les critères de diagnostic à prendre en compte. Et le but, c'est d'essayer aussi d'encourager les acteurs de la gestion des risques à s'investir du retrait-gonflement des argiles. Et donc, comme je vous parlais du diagnostic, là, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails puisque ça reprend pas mal ce que nous disait Franck tout à l'heure, puisque le but, c'est vraiment d'identifier quels sont les différents facteurs qui vont venir générer des mouvements de retrait et de gonflement des sols argileux. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que vraiment, on a une analyse qui va être à différentes échelles, au niveau de voilà, de l'exposition du territoire, mais aussi de la parcelle dans son environnement. Donc, comme disait Franck tout à l'heure, on va parler de pente, de ruissellement. On va regarder en fait le jardin aussi et la structure même du bâti. Voilà, donc je passe rapidement. Et sur les solutions préconisées, c'est vraiment les solutions horizontales dont parlait Franck également. Et ce qu'on a essayé de faire dans le cadre du rapport méthodologique sur, voilà, sur la méthodologie du diagnostic RGA, c'est au-delà
lister en fait les mesures de prévention qui peuvent être mises en œuvre, c'est d'essayer de donner des ordres de grandeur de coûts, mais surtout d'essayer de caractériser le côté invasif des mesures, puisqu'on sait que c'est quand même un critère qui est important pour les propriétaires, étant donné que voilà, ils ont une maison qui pour l'instant n'a pas été sinistrée. Le but, c'est pas de reprendre en sous-œuvre le bien, ça n'a pas de sens en prévention. Et on parlait de bénéfices multiples tout à l'heure. Alors, on est au début de la réflexion, mais on a essayé d'ajouter des exemples de bénéfices multiples qui pourraient aussi convaincre les propriétaires à mettre en œuvre les mesures, notamment les réseaux qui permettraient de faire des économies d'eau. Donc, toujours dans cette volonté d'essayer d'introduire et de mettre en œuvre une démarche de prévention retrait-gonflement des argiles. Donc, la Caisse centrale de réassurance, la MRN et France Assureur ont sorti un projet qui s'appelle l'initiative sécheresse, qui implique plusieurs acteurs, notamment les assureurs et les experts, qui est fait à partir de l'appel à projet de l'ADEME France 2030. Donc, le but des projets, c'est vraiment de mettre en œuvre les pratiques de prévention et de réparation et de les suivre dans le temps. Donc ça serait un projet qui va durer 5 ans. Et donc il y a 2 grands volets. Donc, le volet réparation que je ne vais pas forcément détailler et le volet prévention sur maison existante qui va essayer de mettre en œuvre la méthodologie de diagnostic dont je vous ai parlé. Et vraiment, le but, c'est de voir si la démarche est en fait opérationnelle, s'il y a vraiment une bonne acceptabilité, ne serait-ce que du diagnostic en RGA, et de voir quels seraient les leviers à mettre en place si jamais on arrive à inciter les pouvoirs publics à mettre en place une stratégie nationale de prévention pour le retrait-gonflement des argiles. Et donc, ce n'est pas le seul projet. Je vais laisser Bertrand introduire le projet AQC sur le retrait-gonflement des argiles. Oui, alors pas qu'AQC, puisque c'est un Oui. projet qui est porté par le CEREMA, l'AQC, donc Fondasol, la compagnie des experts et puis l'université d'Orléans, donc études CFRGA. L'idée est de manière un peu complémentaire à ce que fait déjà la mission risque naturel et puis dans des proportions un peu moindres. Mais l'idée est d'améliorer la connaissance de l'impact des mesures de prévention qu'on a pu voir décrites sur la siccité du sol, donc sur l'état de sécheresse, sur un échantillon plus restreint de cette maison pour une durée de 5 ans. Donc c'est un projet qui est financé à 95% par l'ADEME dans le cadre des investissements France 2030. Voilà, et je crois qu'on a fait le tour pour le retrait-gonflement des argiles pour l'instant, en tout cas. S'il y a des questions, ou si on les prend peut-être après, les questions, Yacine, je ne sais pas ce que tu préfères. Pardon. Merci beaucoup. On va plutôt laisser les questions après parce qu'on est vraiment Ok. en retard.